Bonjour, bienvenue à cette webconférence organisée par l'Académie UPV qui a pour terme aujourd'hui recruter efficacement, comment faire. Alors l'enquête besoin main-d'œuvre élaborée par France Travail fait ressortir pour 2024 plus de 51 000 intentions d'embauche. Après une forte progression, on revient au niveau de 2019. Les intentions d'embauche restent portées majoritairement par les TPE-PME et surtout, 6 employeurs sur 10 envisagent des difficultés à recruter en 2024. Principale raison évoquée, un nombre insuffisant de candidats pour plus de 85% des dirigeants, un profil inadéquat, un problème de compétences pour plus de 76%, c'est la plus forte progression par rapport à 2023, la question des conditions de travail pour 36%, un déficit d'image pour 24% et un manque de moyens financiers pour 18%. Alors comment s'y prendre pour attirer des talents, les recruter et les conserver avec des moyens parfois limités? Eh bien, pour répondre à cette question, nous avons le plaisir d'accueillir Sabine Montagu, responsable APEC des centres de Toulon et Avignon. Je la remercie d'avoir bien voulu animer cette conférence. Alors, l'emploi est au cœur des préoccupations des entreprises, c'est aussi au cœur des préoccupations de l'UPV. L'UPV vient de créer une cellule de recrutement à l'attention de ses adhérents. L'UPV est partenaire des opérateurs du réseau pour l'emploi France Travail, Mission Locale, Cap Emploi. L'UPV est aussi partenaire de l'APEC, encore du dispositif VITE porté par le Conseil départemental du Var. Et enfin, l'UPV porte l'école de la deuxième chance ou encore le label Amplitude 83. Donc, beaucoup d'actions, beaucoup d'outils à disposition des entreprises en complément de tous les partenaires. Voilà, je passe la parole sans plus attendre à Sabine. Je vous souhaite une bonne webconférence et les questions seront transmises à la fin de son intervention. Merci. Merci Philippe, bonjour à tous et à toutes. Je suis donc Sabine Montagu, effectivement responsable des centres APEC de Toulon et Avignon. L'APEC, c'est l'Association pour l'emploi des cadres. C'est-à-dire qu'on a deux actions. Une première envers les cadres, c'est-à-dire de sécuriser la vie professionnelle tout au long de leur chemin, que ce soit la première entrée sur le marché de l'emploi, comme la préparation de la sortie du marché de l'emploi et donc de la retraite, et toutes les évolutions au long de cette carrière. Voilà, ça c'est le côté cadre. Côté entreprise, on est là pour aider surtout les TPE et les PME à sécuriser leur recrutement et à les aider à recruter. Je vous parlerai de nos services au long de l'intervention, comme ça vous pourrez après nous solliciter le cas échéant. Alors effectivement, recruter efficacement, comment faire? Je vais détailler un petit peu en 10 étapes clés pour réussir, afin que vous puissiez utiliser de manière pratico-pratique ce support. Donc on reviendra sur les 10 étapes clés. La première, déjà, bien définir votre projet d'entreprise. C'est un travail préparatoire essentiel et indispensable lors d'un recrutement. Aujourd'hui, l'ensemble des salariés, et là je parle cadre et non cadre, se posent les questions du projet d'entreprise. Identifiez vraiment le plus clairement possible où vous voulez aller, quelle est votre ambition. C'est important de commencer par rédiger ce projet et plutôt la liste du coup des besoins en compétences qui en découlent. L'objectif, c'est de donner du sens aux échanges avec vos potentiels candidats, futurs collaborateurs, donner de la visibilité aux projections des collaborateurs dans l'avenir de leur entreprise, donner du réalisme aux souhaits aussi de formation. Alors, comment faire? 6 questions à se poser pour formaliser son projet. L'idée, c'est effectivement de vous poser la question du contexte de l'entreprise, des marchés, demain aussi vers quoi vous souhaitez aller en termes de marché, d'évolution de l'organisation, l'évolution des métiers et des compétences dont vous allez avoir besoin pour réussir à aller vers votre ambition et accomplir votre projet, les compétences que vous avez aujourd'hui, donc plutôt un bilan des compétences que vous avez déjà, et puis celles que vous allez recruter, intégrer, et peut-être avec des échéances de priorité. Et puis comment vous allez accompagner vos collaborateurs dans leur évolution, l'évolution de leurs compétences, puisqu'aujourd'hui, on sait que les compétences techniques ont une durée de vie assez limitée et qu'il est important de continuer à se renouveler dans tous les postes. L'idée aussi, c'est de savoir un petit peu quels sont les facteurs d'attractivité d'une entreprise aujourd'hui et les éléments qui vont séduire les candidats et leur donner envie. On va voir qu'on va regarder ça un peu plus en détail après. L'étape 2, vos besoins en compétences. Là, l'idée, c'est de centrer sur le poste à pourvoir
quelles sont les activités, la localisation, l'organigramme avec le rattachement hiérarchique, les moyens et interlocuteurs, les missions, la finalité de la situation de travail. Et il est important de vous questionner sur l'ensemble des points pour pouvoir après formuler l'intitulé qui correspond réellement au poste. Voilà. Le titre de la fonction permet de donner de la visibilité à votre recrutement et de clarifier surtout votre recrutement. C'est un travail qui n'est pas toujours simple à faire. Souvent, détailler les activités, la mission, votre attendu, oui, mais c'est pas si simple parfois de travailler l'organisation, l'organigramme et surtout de trouver le bon intitulé pour aussi correspondre à votre entreprise, mais aussi correspondre au marché pour donner de la visibilité à votre offre auprès des candidats potentiels. Une fois que vous avez défini le poste, l'idée c'est de se dire quel est le profil recherché. Quasiment le profil idéal, j'ai envie de dire, en termes d'expérience, de connaissance du secteur, de langue, de compétences techniques requises, de formation. Moi, je dis souvent qu'il est important de se questionner sur l'ensemble de ces champs, sans filtre, et d'être très honnête avec vous-même sur votre attendu. On verra après qu'il y a des critères discriminatoires. Important justement de s'ouvrir pour pouvoir recruter vraiment les personnes qui correspondent, mais commencez par partir de ce que vous imaginez être le profil idéal, pour ensuite aller vous questionner. Moi je dis souvent, ok, vous mettez 5 ans d'expérience. Qu'est-ce que vous imaginez de quelqu'un qui a 5 ans d'expérience en termes d'autonomie, de relationnel avec les autres, d'expertise technique, et on va aller plus loin pour questionner réellement le besoin réel. Il y a le besoin exprimé et ensuite on va aller chercher le besoin réel pour pouvoir ajuster et voir où sont les écarts et peut-être où sont les potentiels pas de côté qu'on peut faire pour trouver la personne qui convient. Quand on questionne le besoin en compétence, il est important de vous questionner sur votre besoin aujourd'hui, mais aussi le besoin de demain. Voilà. Le besoin, il est dans l'immédiat, il est en termes de compétences, en termes de savoir-faire, connaissances, savoir-être, c'est celui-ci. Mais dans le cadre de mon projet d'entreprise, voilà, demain, je vais avoir besoin de quoi? Et là, on est bien sur le potentiel du candidat. C'est important de vous questionner maintenant parce qu'on parle d'emploi durable. L'idée, quand vous recrutez, c'est pas d'avoir quelqu'un qui va rester 1 an ou 2 ans, mais plutôt quelqu'un que vous allez pouvoir intégrer durablement dans l'entreprise. Du coup, c'est pour ça que je vous dis, c'est important et ça fait le lien avec l'étape 1 de votre projet d'entreprise, parce que pour pouvoir évaluer votre besoin de demain, vous avez besoin de savoir où vous avez envie d'aller pour pouvoir voir si le candidat il a les potentiels pour suivre l'évolution de votre entreprise et répondre à vos besoins de demain. Et on est du coup sur du moyen long terme, plutôt moyen terme. En général, ça va assez vite. Je ne l'ai pas dit en introduction, bien sûr, vous recevrez le support à la fin, donc vous allez voir, il est assez dense. Je vais passer assez rapidement dessus. L'idée, c'était pour moi, par contre, de vous donner quand même les clés et que vous puissiez vous y référer après, tout au long d'un process de recrutement. Ça vous donne des outils pour mettre en œuvre. L'étape 3, la rédaction de l'offre et les facteurs d'attractivité. Trop souvent, l'offre d'emploi est encore, et je dis encore parce que c'est pas tout à fait vrai, enfin, c'est en train de changer, mais trop souvent, elle est encore... L'investissement dans la rédaction de l'offre est limité. Vous pouvez, l'offre d'emploi, c'est la première visibilité de votre entreprise. Quand vous recrutez, c'est la première chose que les candidats voient. C'est le premier outil de votre marque employeur. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et souvent, il y a encore du travail qui peut être fait sur les offres pour qu'elles répondent aux standards du marché, mais aussi à votre entreprise. L'idée, c'est pas d'avoir une offre qui est en décalage avec la réalité de votre entreprise. Parfois, on peut trouver aussi ça, où on a bien marketé l'offre, travaillé sa rédaction, mais en fait, dans l'entreprise, ça se passe pas du tout comme on peut se l'imaginer quand on lit l'offre. Ça, c'est important d'être cohérent.
Dans une période où en plus les recrutements, comme le disait Philippe en introduction, sont estimés comme difficiles par les recruteurs. Il faut savoir que sur l'emploi cadre, dans le Var, on estime pour 2024 28 000 recrutements et en tout au niveau national, plus de 72% des recruteurs estiment que les recrutements vont être difficiles. Vous devez vous occuper de votre offre d'emploi. Parce que qu'est-ce qui va faire qu'un candidat, quand il lit votre offre, il va aller jusqu'à la candidature et pas juste lire. Donc, quand vous rédigez, c'est toujours vous demander à la relecture, qu'est-ce qui fait la différence? Pour deux propositions de postes similaires, qu'est-ce qui fait qu'un candidat va cliquer? Voilà. Parfois, ça aide à mettre en avant des choses qu'on ne met pas naturellement. Voilà. Donc aujourd'hui, quand on recrute, c'est important de ne pas oublier que les candidats sont peu nombreux, ils sont souvent en activité. Les compétences sont peut-être longues à acquérir, mais il y a plein d'outils qui vous permettent d'intégrer des personnes qui n'ont pas toutes les compétences techniques, et notamment via de la formation, via du tutorat. Il y a plein de choses qui peuvent être mise en place pour accompagner l'intégration d'un collaborateur et le faire monter en compétences sur des compétences notamment techniques. Et souvent, vos candidats, ils ont le choix entre plusieurs employeurs. Pourquoi je le dis là? Parce que c'est important que tout au long du process, vous ayez en tête qu'ils peuvent avoir plusieurs process en cours, qu'il y a d'autres employeurs, et même quand le process de recrutement, on reverra tout à l'heure, est fini, vous devez garder le lien avec le candidat jusqu'à son intégration et soigner son intégration. C'est important si vous voulez le conserver, l'intégrer durablement dans vos équipes. À l'APEC, sachez qu'on peut travailler alors sur vos recrutements agents de maîtrise et cadres. J'ai des équipes qui travaillent à la rédaction de vos offres, justement. Donc, travailler un petit peu votre besoin et le poste. Et après, on peut travailler avec vous l'offre d'emploi et la diffuser bien sûr sur le job board de l'APEC, mais c'est un outil pour vous pour après relayer votre offre et surtout avoir les bons mots-clés qui permettent qu'elle soit visible de l'ensemble des candidats que vous cherchez à toucher. Dans les facteurs d'attractivité de votre offre, c'est vraiment de vous demander pourquoi choisir mon entreprise, les atouts de votre entreprise, mais aussi de votre territoire. Quels sont les atouts aussi du poste à pourvoir? Essayez d'imaginer les freins qu'un candidat pourrait avoir, ce qui vous permet d'avoir des arguments peut-être pour le rassurer et l'attirer. Quels sont aussi les freins qu'il pourrait avoir sur l'entreprise? Donc du coup, vous allez pouvoir non pas formuler des freins, mais par contre, ça vous donne des clés pour avoir des arguments que vous pouvez rédiger dans votre offre. Donc tout ça travaille vraiment, l'attractivité de votre entreprise et du poste, et ça donne de la visibilité aux candidats avec une image qui est cohérente avec l'entreprise. L'idée, c'est, dans la rédaction, de se décentrer et vraiment de vous mettre à la place du candidat pour donner envie. Je n'ai pas accentué là-dessus sur la marque employeur, mais vous l'avez compris, quand je parle des atouts de l'entreprise, du territoire, l'idée c'est vraiment de travailler, alors ce qu'on appelle la marque employeur, mais c'est vraiment l'identité de l'entreprise. Quelles sont les valeurs que vous souhaitez prôner, quels sont l'ADN de l'entreprise, l'état d'esprit, le mode de fonctionnement. C'est important que vous en ayez conscience pour pouvoir trouver des personnes qui correspondent à l'entreprise. Ça permet que le mariage dure plus longtemps. Ensuite, une fois que vous avez une offre, c'est toujours de vous questionner sur quels canaux. Voilà, quels sont les meilleurs canaux pour diffuser mon besoin en recrutement. Alors, l'offre d'emploi reste l'outil prioritaire dans le recrutement, et j'ai envie de dire, même quand vous recrutez par réseau, etc., c'est important d'avoir travaillé une offre. Ça pose les bases d'un recrutement, ça pose les bases de la relation de travail, et c'est important du coup de vous appuyer dessus. Ça vous permet de savoir exactement ce que vous cherchez, de vous mettre d'accord sur... quand on rédige une offre d'emploi, c'est aussi... ça vous oblige en fait à vous positionner sur les attendus réellement du poste et de ce recrutement. Donc, identifier son besoin, savoir ce que l'on cherche, c'est bien, mais aussi savoir le communiquer, c'est mieux. Donc, effectivement, au niveau des job boards,
déjà, c'est commencer par les job boards gratuits type l'APEC ou France Travail. Et puis de vous demander par rapport à votre secteur ou les métiers, quels sont les job boards sur lesquels il peut être le plus pertinent de communiquer. Il y en a qui sont régionaux, il y en a qui peuvent être sectoriels. L'important, c'est vraiment que l'information soit relayée sur les bons canaux. Ensuite, les réseaux sociaux, c'est le deuxième vecteur de diffusion de son besoin en recrutement. Les réseaux de contact, l'approche directe. Donc l'approche directe, c'est vous qui initiez les contacts avec des candidats potentiels. Et puis après, vous avez les candidatures spontanées, les CVTech, la cooptation, le vivier d'anciens stagiaires, les écoles qui arrivent bien moindres, mais vous voyez quand même que c'est important. Aujourd'hui, je dis toujours, c'est important de négliger aucun canal. Voilà, vous avez les canaux prioritaires, mais les autres, c'est des canaux que vous travaillez tout au long de l'année. Quand vous accueillez des stagiaires, si les stagiaires ils se rappellent positivement de votre entreprise, qu'ils ont été bien accueillis, que leur stage s'est bien déroulé, que ça s'est terminé, qu'il y a une clôture du stage, qu'ils sont satisfaits, ils penseront à vous. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez travailler dans le temps. Donc ça, je vous ai déjà tout dit là-dessus. L'étape 5, ensuite, c'est d'élargir votre sourcing. Comment vous élargissez votre sourcing? C'est ce que je vous disais juste avant, c'est que vous pouvez aller vous-même faire de l'approche directe de candidats et essayer d'aller chercher dans quelques CVTech un petit peu si vous avez des profils qui peuvent correspondre. C'est important, pourquoi? Parce que ça vous permet de voir quels sont les premiers profils qui sortent, quels sont ceux qui viennent après et comment vous pouvez vous ouvrir au recrutement. Ça évite souvent, ça permet de se rendre compte de ces biais cognitifs. Parfois, on va chercher quelque chose, un profil vraiment parce qu'on estime que c'est cette formation-là et pas une autre, etc. Et puis parfois, on se rend compte que du coup, il y a d'autres candidats qui correspondent peut-être et qui n'ont pas la bonne école, mais pourtant, quand ils parlent de compétences et quand ils parlent de leur expérience, ça correspond à ce qu'on recherche. Donc souvent, ça vient un peu vous challenger vous-même sur vos critères. Pour recruter, il est important, j'ai pas insisté dans le support, mais il est important de recruter sans discriminer et du coup de revenir toujours au poste, aux compétences et rien qu'aux compétences. De s'enlever les critères d'âge, de sexe. Alors moi, je prends pas un senior parce que de toute façon, il est trop cher, il s'adaptera moins, etc. Parce qu'il y a plein de belles histoires avec des seniors. Et de la même façon, les représentations. Alors, je caricature un peu, mais c'est pour vous illustrer. Des jeunes, alors ils sont pas moins investis, ils s'engagent moins. Non, on a d'ailleurs récemment sorti une étude qui montre que l'engagement des jeunes est similaire à toutes les autres classes d'âge. Après, il faut rentrer dans les nuances, mais ceci étant, sur l'engagement, c'est pas le sujet des jeunes. Donc, vous voyez, c'est d'aller au-delà des a priori, en fait. La présélection des candidats, donc le premier contact avec le candidat, c'est le CV et la lettre. Aujourd'hui, les lettres de motivation reviennent plutôt à la mode. Évidemment, on regarde d'abord le CV, mais après, dans plusieurs profils, on va regarder la capacité à écrire, à structurer, à réellement être motivé. Et ça, quand on a pris le temps de faire une lettre de motivation, ça peut confirmer un engagement. Donc souvent, c'est deux choses qui, quand vous avez des candidats, permettent d'être très complémentaires. Ça permet d'analyser, de comprendre et du coup, vous allez pouvoir rechercher les informations qui sont présentes pour pouvoir les confirmer dans l'échange avec le candidat ou manquantes et dans ces cas-là, aller le questionner pour en savoir plus. Souvent, si vous avez, je suggère souvent de faire une présélection déjà téléphonique, un premier entretien en fonction des CV que vous avez, des candidatures que vous avez reçues. Vous pouvez faire un premier filtrage. Vous n'avez pas forcément besoin de recevoir l'ensemble des candidats en entretien, mais en tout cas, vous pouvez faire un premier échange téléphonique qui vous permet de présélectionner les candidats.
Là, je ne vais pas m'étendre, mais l'idée, c'était de vous donner un peu des clés quand vous avez besoin pour questionner, en fait, d'observer un peu ce que vous avez sur le CV, de voir un petit peu les sujets à confirmer ou les sujets à aller explorer. Et puis, je dis souvent, prenez le temps de vous formuler quelques questions. Ça vous permet d'être bien dans l'entretien au moment T, de pouvoir être complètement à l'écoute de ce que dit le candidat et de ne pas rechercher votre formulation de questions. L'entretien de recrutement. L'entretien de recrutement, on est vraiment dans la sélection du futur collaborateur que vous allez intégrer. Donc là, on est sur comment et quoi questionner. Vraiment là, alors 3 champs, les compétences, la motivation et le potentiel d'évolution. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher dans ces 3 champs et d'investiguer. Alors, comment faire ? Vraiment, déjà, dans l'entretien de recrutement, il faut vous dire qu'on va passer du déclaratif au démontré. Donc, c'est comme un principe d'entonnoir. L'idée, c'est que vous avez au départ le CV, la lettre, le premier échange téléphonique. Vous allez accueillir le candidat, puis vous allez un peu découvrir ses motivations, vraiment quels sont ses moteurs, ce qui le pousse à se surpasser. Moi, je dis souvent, qu'est-ce qui fait que le candidat il se lève le matin pour aller travailler ? Voilà, qu'est-ce qui le motive de manière générale dans l'entreprise, dans le poste. Voilà, vous allez petit à petit recentrer uniquement sur le poste, investiguer les compétences. On va avoir un petit peu un outil qui peut vous aider sur comment questionner, détecter le potentiel, voilà ce qu'il n'a pas encore fait, mais vraiment ce qui l'intéresse, ce qu'il pourrait faire au sein de l'entreprise. Donner de l'information pertinente, donc c'est aussi choisir l'information que vous donnez au candidat pour lui donner envie de rejoindre votre entreprise. En fait, au moment de l'entretien, vous êtes déjà en train de travailler quasiment l'intégration d'un candidat potentiel, dans le sens où vous commencez à développer son sentiment d'appartenance à l'entreprise. Vous lui donnez envie d'appartenir à votre entreprise. Ça, c'est essentiel. C'est sur plusieurs propositions, c'est souvent très déterminant dans les choix. Donc c'est important là-dessus. La répartition du temps de parole, c'est important aussi de laisser le candidat ou la candidate s'exprimer. Vous devez avant tout l'écouter. Alors, ça paraît évident quand je le dis, néanmoins dans la pratique, ce qui est observé et ce qui est mesuré, c'est que souvent, les recruteurs peuvent être amenés à beaucoup parler pour séduire, pour donner envie, mais souvent ils ne laissent pas assez place aux candidats pour s'exprimer. Et parfois, ça ne vous permet pas du coup derrière d'avoir l'ensemble des éléments pour vous positionner. Et surtout, en plus, ce qui est important dans le fait de l'écouter, c'est que vous récoltez de l'information. Si vous livrez trop d'éléments, le candidat, il va vous donner ce que vous avez envie d'entendre, il va reformuler ce que vous lui avez dit, et du coup, vous ne saurez pas si le candidat vous correspond ou pas, puisqu'en fait, il vous aura il aura fait un exercice de rhétorique, il vous aura bien écouté, il vous aura donné les éléments que vous avez envie d'entendre, mais derrière, après, dans la pratique, c'est pas sûr que vous soyez satisfait. Donc ça, c'est important que vous ayez bien en tête de l'écouter. N'ayez pas peur des silences. Souvent, quand j'accompagne des recruteurs, finalement, c'est parce qu'ils sont pas à l'aise dans ce type d'entretien, et du coup, on laisse pas de blanc. Si les blancs sont importants, ne soyez pas gênés des blancs, laissez un candidat chercher ses mots, chercher ce qu'il a à vous dire, laissez des blancs, mais vous n'êtes pas là pour combler. L'idée, c'est que vous lui donniez, vous posiez le cadre et que vous l'écoutiez réellement sur ses envies, ses souhaits, ses motivations, ses réalisations concrètes pour que vous puissiez voir un petit peu ce que sont ses compétences réelles pour pouvoir un petit peu se projeter avec lui. Alors, je vous disais, vous avez la méthode SCORE qui est très simple et qui est pratico-pratique pour questionner et évaluer. Je vous ai mis, souvent, un candidat va vous dire, vous avez le CV, vous avez des réalisations, vous avez des résultats. C'est important d'aller plus loin et de questionner, voilà, dans quel périmètre, la situation.
quelle situation professionnelle avez-vous géré? Ok, vous avez réalisé ça, c'était quoi le contexte de départ? Quels étaient les interlocuteurs avec qui vous étiez en interaction? Comment ça s'est passé? Quel était votre degré de prise de décision? Quel budget vous aviez? Voilà, c'est de vraiment que vous puissiez projeter la situation dans laquelle la compétence s'est exercée. Le contenu des missions, les situations rencontrées, les outils, ce qui ont été mobilisés ou les techniques, les résultats qualitatifs, quantitatifs, ce qui a été obtenu. C'est aussi la prise de recul par rapport à ça. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous feriez différemment ou qu'est-ce que vous feriez pareil dans la même situation? Qu'est-ce que vous changeriez ou qu'est-ce que vous garderiez? Voilà, c'est vraiment la partie évaluation, prise de hauteur, prise de recul sur une situation donnée et une compétence développée. Quand vous questionnez de cette manière-là, ça vous permet d'investiguer. Et là, les compétences qui sont formulées, qui sont dites d'un seul coup, elles sont illustrées. Quand elles sont illustrées et qu'il y a du vécu, elles sont réalistes. C'est parfois arrivé, j'ai eu un recrutement il y a quelques temps, où justement il y avait sur un poste de comptabilité, du coup au niveau du recrutement, tout s'était bien passé, la personne avait le bon diplôme, la bonne expérience dans une entreprise, elle connaissait l'outil, tout allait bien, donc l'autre entreprise la recrute, c'est super, sauf qu'au bout d'un an, ça se passe toujours pas, la personne est toujours pas autonome sur son poste, le chef d'entreprise n'est pas satisfait, la personne en poste commence à perdre confiance et du coup est de moins en moins à l'aise et plutôt sur la défensive. Et en fait, en re-questionnant, c'est parce que vraiment la situation dans laquelle sa compétence était exercée et dans laquelle elle tenait son poste n'était pas du tout la même, son degré d'autonomie n'était pas le même, le niveau d'interlocuteur avec lequel elle échangeait n'était pas le même, elle n'avait pas du tout le même rapport aux opérationnels que dans son poste précédent et en fait elle était en difficulté sur son poste. Sauf qu'elle n'osait pas le dire parce qu'elle était dans son premier, elle avait fait toute sa période d'essai puis prolongée et on en était à 1 an de poste, sauf qu'elle se sentait toujours pas autonome et le chef d'entreprise commençait à se dire que ça allait pas pouvoir durer parce que ça matchait pas entre eux. Il a fallu revoir. J'ai travaillé avec le chef d'entreprise tout le temps en lui disant mais on est reparti du recrutement en fait. Et en fait, il n'avait pas forcément questionné, donc il m'a dit lui tous ses attendus et tout ce qu'il avait compris de son expérience. Et en fait, on est reparti de là en disant mais peut-être vous pouvez faire un entretien avec elle pour re-questionner comment elle auparavant elle avait exercé et ce qui avait fait que ça avait marché dans son poste précédent. Peut-être pour identifier comment vous pourriez soit aménager l'organisation, soit peut-être trouver une formation complémentaire, etc. Mais en tout cas, on travaille sur quelque chose qui permet que ça devienne gagnant-gagnant, alors que là, vous êtes en train de... elle commence à perdre confiance, donc elle n'est pas bien. Le risque, c'est qu'elle parte, vous recommencez un recrutement. Enfin, tout le monde va être perdant dans l'histoire. Finalement, il a pris ce temps-là, parce qu'il y avait beaucoup plus de temps à perdre dans un nouveau recrutement que dans le fait de prendre le temps de travailler à ce que ce recrutement-là fonctionne. Et ça, c'est important parce que parfois, on a tendance à se dire, non, mais c'est bon, ça, là, déjà qu'elle n'est pas complètement opérationnelle, cette personne, donc demain, ça va pas le faire. Si, ça peut le faire, en fait. Et là, ils ont fait un entretien. Après, on avait travaillé avec le chef d'entreprise un petit peu sur comment il pouvait la questionner. Il l'a vraiment questionnée, mais positivement, en lui demandant vraiment quelles avaient été les clés de réussite dans ses situations professionnelles précédentes. Et lui, il a mieux compris ce qui avait fait que là, ça pouvait pas marcher parce qu'en fait, elle avait pas cette expérience-là et elle, ça la mettait pas à l'aise. Elle maîtrisait pas alors qu'elle aimait bien maîtriser, donc c'était compliqué. Bon, finalement, lui, il a trouvé comment lui, il pouvait agir. Donc lui, son périmètre, elle, son périmètre, comment elle pouvait demander là-dessus, elle pouvait être épaulée par qui et par quel service. Et en dehors, elle a pris un peu de temps pour aller se former sur certaines choses. Et finalement, 1 an après, tout le monde était content. Elle était rassurée
parce qu'elle avait fait une mobilité, elle commençait réellement à se questionner, à se dire, en fait, j'aurais jamais dû bouger. Finalement, là, ça allait bien. Elle développait de nouvelles compétences, elle était de plus en plus à l'aise. Le chef d'entreprise était satisfait parce qu'en fait, elle correspondait bien aux attentes du poste. Mais en fait, cette intégration, elle a été travaillée. Pourquoi j'insiste maintenant dessus? Parce qu'en fait, ça travaille l'intégration, on va en reparler après, c'est essentiel dans un recrutement. Mais si vous questionnez pas au moment de l'entretien de recrutement, vous n'allez pas pouvoir personnaliser l'intégration de la personne. Et cette méthode de questionnement vous permet d'avoir des billes pour vous dire, bon, là-dessus, ça, elle maîtrise. Par contre, là, il y a peut-être quelque chose à ajuster pour une montée en compétences progressive, en fait. Voilà. Donc, la base de l'intégration, c'est l'entretien de recrutement. Là, je vous ai mis les angles de la motivation, ce qui intéresse le candidat dans l'entreprise, dans le poste, ce qui le fait agir, et la perception qu'il a de lui-même. L'étape 8, on est vraiment dans « je prends ma décision ». 3 paramètres sont à prendre en compte, les compétences dites techniques, la capacité d'intégration et le potentiel d'évolution. L'idée, c'est vraiment ce triptyque, en tout cas, que vous puissiez, encore une fois, identifier l'ensemble des paramètres et les atouts du candidat sur l'ensemble des paramètres, mais aussi ses points d'amélioration. Et c'est ça qui va vous aider à personnaliser son intégration. Donc, il y a des enjeux pour le manager qui sont plutôt à court terme. On est sur l'opérationnalité la plus rapide, quasi immédiate. Les enjeux de l'entreprise qui sont plutôt à moyen long terme pour avoir quelqu'un qui puisse rester et répondre aux projets d'entreprise. Et puis, côté candidat, son projet de vie, son projet professionnel, son développement personnel et professionnel. Parfois, pour prendre votre décision, les entretiens de recrutement suffisent pas. Vous avez besoin d'autres choses. Vous pouvez, dans les process de recrutement, intégrer des tests techniques, des mises en situation. Ça peut être plusieurs entretiens pour avoir un process collégial. Ça peut être des entretiens collectifs aussi. Ça peut être des tests psychotechniques. Voilà. De plus en plus, j'ai beaucoup de gens qui demandent aux candidats de rédiger une synthèse pour voir les capacités de rédaction. Voilà, le plan d'action. Vous pouvez vous appuyer sur d'autres choses. Quand vous avez des candidats qui sont un peu éloignés au sens qui correspondent pas exactement à vos critères et qui sont en situation, par exemple, d'être demandeurs d'emploi, mais pas que, ça existe aussi pour les salariés, on peut faire aujourd'hui ce qu'on appelle des périodes de mise en situation professionnelle. Ça existait avant, c'est un dispositif qui s'est élargi pour justement parfois permettre à chacun de découvrir soit un métier, un secteur, une entreprise. Parfois, ça peut permettre de se dire, là, cette personne-là, elle correspond bien aux valeurs de l'entreprise, elle n'a pas toutes les compétences ou elle correspond pas au profil idéal, mais par contre, elle, durablement, je la projette dans l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'intégrer? Donc, c'est des outils qui existent. Ça, faut pas hésiter à nous questionner pour voir ce qui est le plus opportun. J'insiste sur le fait que je l'ai pas mis avant. C'est pas pour rien. C'est parce que je pense qu'il est important d'abord de faire déjà sa présélection, puisque tous les outils que vous allez mettre en œuvre vont influencer votre prise de décision. Il est plutôt important, je trouve, d'aller neutre en entretien de recrutement, de pas forcément avoir tous ces éléments avant, et après de venir confirmer ou non certains éléments pour pouvoir aller plus loin. Alors, l'étape 9, votre marque employeur, votre image employeur, répondez à tous les candidats. On parle de la e-réputation. Soyez pro tout au long du process. Les candidats sont eux aussi exigeants et sont surtout connectés. Donc, il est important de répondre à l'ensemble des candidats. Alors, aujourd'hui, on peut recevoir beaucoup de sollicitations de candidats par divers canaux. L'idée, c'est pas de répondre à chaque fois que vous avez un message, mais par contre, en tout cas, c'est de pouvoir faire une réponse aux candidats
parce que ça, c'est très mal perçu quand vous ne répondez pas. Et je peux vous assurer que si vous faites une candidature ou vous prospectez, vous aimez mieux avoir un retour, même s'il est négatif. Donc, c'est important de prendre le temps de le faire. Et 10, je prépare l'accueil et l'intégration. Alors, j'en ai un petit peu parlé avant, puisque je vous ai dit, c'est au moment de l'entretien de recrutement que vous allez collecter beaucoup d'informations qui vont vous aider à travailler l'accueil et l'intégration de votre collaborateur ou de votre collaboratrice. Il y a 3 notions qui sont à distinguer. Il y a l'accueil, c'est vraiment les premiers moments durant lesquels le salarié, en fait, forge sa première opinion. Aujourd'hui, c'est quelque chose dont les entreprises ont pris conscience sur l'importance de soigner l'accueil. Il y a quelques années en arrière, on avait beaucoup de retours et on avait des taux, puisque c'était une question qui était posée, on avait des taux de retour des cadres sur l'accueil qui étaient assez négatifs et qui, dans les premières 24 heures, se questionnaient sur le fait de rester dans l'entreprise. Aujourd'hui, quand on en est à ce questionnement-là, ils ont déjà un pied dehors. Le marché est favorable aujourd'hui plutôt au changement. Il y a des opportunités sur le marché. Je peux vous assurer que si vous ne soignez pas l'accueil, ça travaille. Dès l'accueil, vous travaillez la fidélisation. Et la fidélisation, elle se travaille dès que vous avez dit au candidat que vous souhaitiez l'intégrer dans l'entreprise. De bien le contacter avant sa prise de poste pour lui dire à quelle heure il arrive le matin, quelle va être peut-être sa première journée. Ça enlève un stress, ça permet de garder le lien avec lui, de travailler tout ça en amont. La période d'essai, c'est juste une période juridique. Donc c'est une période au cours de laquelle chaque partie va décider ou non de poursuivre la collaboration. Et l'idée de cette période, c'est vraiment de se dire ça fonctionne, ça fonctionne pas, mais on est dans une période juridique. C'est important de suivre cette période, mais ça ne suffit pas. On arrive à la 3e notion, l'intégration. La période d'essai n'est pas la période d'intégration. L'intégration va au-delà, c'est le temps nécessaire pour que le salarié devienne autonome sur son poste. Et parfois, il y a mélange entre les deux notions. Non, la période d'essai et la période d'intégration sont distinctes l'une de l'autre. L'intégration va au-delà de la période d'essai. C'est important de le travailler, de savoir du coup d'avoir des objectifs clairs pour les personnes et de pouvoir du coup ajuster tout au long de l'intégration pour que la personne soit le plus autonome possible et qu'elle réponde le plus à vos attentes. Alors, je vous ai mis un petit peu, que je vais gagner à soigner la période d'intégration de mon collaborateur, des collaborateurs plus productifs plus rapidement, un degré accru d'application et d'adhésion, la fidélisation des nouveaux entrants et du coup des coûts optimisés de recrutement puisque ça vous évite de recommencer un recrutement. Quels sont les facteurs de réussite de votre process d'intégration? Faire participer le collaborateur à sa propre intégration, c'est aussi le questionner sur ses besoins. Ça peut réellement vous aider, le rendre acteur de son intégration, peut-être en lui donnant des personnes à contacter, en lui demandant de s'organiser sur certaines choses. Voilà, à vous de voir comment, en fonction du poste et du profil, mais en tout cas, c'est de mobiliser le collaborateur aussi et de le responsabiliser sur le fait que c'est des deux côtés en fait qu'il faut se responsabiliser pour que la période d'intégration soit un succès. Personnaliser et humaniser votre processus d'intégration. N'hésitez pas à définir des points de suivi de son intégration. Un nouveau collaborateur, vous pouvez planifier en fonction de l'autonomie du poste, etc. Demandez-vous à quelle fréquence vous allez suivre son intégration et si je peux vous suggérer de définir ces points dans l'agenda dès le début. Vous pourrez peut-être après les bouger, les ajuster, mais quand ils sont déjà posés dans l'agenda, ça permet de ne pas les oublier. Si vous ne le faites pas dès le début, on a tendance à être pris après dans le quotidien et on s'aperçoit 2 mois après qu'on n'a pas vu une seule fois en tête-à-tête le nouveau collaborateur.
Là, je vous ai mis voilà, quelques éléments, les points d'amélioration du candidat, organiser un accompagnement par tous les collaborateurs, les services, les points forts du candidat, fixer-lui des objectifs réalisables dans la période d'observation. Ça vous permet de sécuriser votre recrutement. Voilà, je vous ai remis très rapidement les 10 étapes clés, parce que rien qu'avec ce slide, je me suis dit que ça pouvait vous permettre d'avoir des points d'attention. C'est pour ça que j'avais détaillé en 10 étapes. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie de votre attention et je suis prête à répondre à vos questions. Merci Sabine pour cette présentation très exhaustive. Alors, je ne sais plus si tu l'as dit, mais en tout cas, le document de présentation sera envoyé à tous les participants. Hein. Voilà, donc, puisqu'il permet de bien décliner toutes les étapes. Alors, il y a des questions, et puis c'est le temps d'en poser pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Première question, est-ce que vous disposez de chiffres qui permettent de mettre en regard les canaux privilégiés par les entreprises des canaux publicités par les candidats? Alors oui, on doit avoir, si je reviens sur mon slide, mais il doit y avoir une étude APEC qui met en exergue effectivement les taux, qui met les deux. Mais en fait, ça reste très commun, hein, c'est-à-dire que l'offre d'emploi reste le premier vecteur de recrutement. Les réseaux sociaux montent chaque année en termes de pourcentage. Donc voilà. Ça reste les deux canaux principaux. Alors, question suivante. Combien de temps en moyenne pour un recrutement complet de la première à la dernière étape? Alors il n'y a pas de temps moyen. Ça dépend vraiment du process, du niveau de poste, de la typologie de contrat. Si on recrute, mais là on parlait plutôt d'un recrutement durable, donc plutôt de postes de CDD ou de CDI. Hein, je ne parlais pas d'intérim forcément. L'idée c'est de rythmer en fait le process. Ça dépend du poste, ça dépend du contexte. Est-ce que c'est une création de poste? Est-ce que c'est un remplacement? De l'échéance? L'important c'est de prendre le temps. C'est pas non plus de se précipiter. C'est pas de passer d'un excès à l'autre, mais par contre c'est de bien donner les billes aux candidats sur le rythme du recrutement, sur le process et du coup de la visibilité. Mais après, alors l'idée, c'est aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, il ne faut pas oublier qu'on est dans un marché qui est favorable plutôt aux candidats. Il est important que vous donniez ces billes-là pour que le candidat, en fait, puisse revenir vers vous s'il est réellement intéressé par votre entreprise et vous dire, bah là, j'ai un autre process qui est en train d'avancer, donc voilà. Mais par contre, il n'y a pas de temps moyen, mais ne laissez pas des candidats trop longtemps sans nouvelles. Voilà, ça c'est important. Merci. Alors, autre question, mais je pense que tu as répondu en partie. Y a-t-il des outils de facilitation à l'intégration? Donc, on parle d'outils. Alors, je pense qu'il y a le livret d'accueil qui est l'outil de base. C'est ça, il y a plein d'outils. Peut y avoir le livret d'accueil, peut y avoir, c'est pas forcément des outils. Moi, je dis, il y a la checklist de l'accueil. Voilà, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on accueille un candidat, c'est-à-dire quelles personnes de l'entreprise peuvent être ressources. Est-ce que on met en place un tutorat interne ou un marrainage ou un parrainage interne en fonction des profils pour que la personne puisse échanger? Est-ce qu'on fait un petit déjeuner d'accueil ou une rencontre conviviale des collaborateurs? Est-ce qu'il y a un parcours d'intégration avec une journée peut-être d'intégration? Ça dépend de la taille de l'entreprise, de l'activité. Si tout le monde est dans les mêmes bureaux, bah peut-être le tour des bureaux. Est-ce qu'il y a, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à personnaliser. Mais effectivement, entre guillemets, la roadmap de l'accueil d'un collaborateur avec un peu la checklist de tout ce qu'il y a à faire et comment on l'intègre, ça peut être important pour après pouvoir personnaliser. Merci. Alors, une question sur la PMSMP. Alors, peut-être revenir sur la durée possible de la PMSMP et puis peut-être les conditions d'éligibilité pour l'entreprise. Alors, toutes les entreprises peuvent intégrer des personnes en PMSMP. Aujourd'hui, la PMSMP, c'est donc la période de mise en situation professionnelle. On peut aller tester
Ça va de 1 jour à 1 mois, me semble-t-il, pour pouvoir, on appelle ça l'immersion facilitée, c'est permettre aux personnes d'aller dans l'entreprise, découvrir un métier, découvrir un secteur et voir s'ils s'y projettent ou pas. Souvent, ça permet des choix d'orientation avant de faire certaines formations, mais ça peut permettre aussi de se projeter ou pas dans une entreprise. Donc ça, après, c'est défini entre l'employeur et la personne. Il y a des dispositifs. Ça peut même être une journée. Hein. Donc après, c'est une convention tripartite. L'APEC aujourd'hui est mobilisée. Le réseau pour l'emploi est mobilisé. France Travail est le premier acteur de ces périodes en mise en situation professionnelle, mais après tout le réseau pour l'emploi, je sais qu'à l'APEC, ça fait 2-3 ans maintenant qu'on peut faire des PMSNP et être signataire des conventions PMSNP, puisque ça a été ouvert à des possibilités pour les salariés, quand ils se posent des questions d'orientation, de éventuellement pouvoir aller faire une PMSNP dans une autre entreprise. Merci. Alors peut-être une dernière question avant de conclure, pas forcément la plus simple. Comment concrètement identifier les facteurs d'attractivité de mon entreprise ou de mon poste? Enfin, déjà de mon entreprise. L'important, c'est de se questionner, en fait. Des facteurs d'attractivité, c'est déjà de connaître l'identité de votre entreprise, de réellement vous questionner sur votre entreprise. Une fois que vous avez fait ce travail interne, c'est d'aller vous questionner sur votre concurrence. Quels sont, et je parle non pas d'une concurrence marché en termes de produits, mais votre concurrence en termes de recrutement. Les candidats qui viennent pas chez vous, ils vont chez qui? Et qu'est-ce qui les attire là-bas, qui peut-être n'est pas mis en avant chez vous ou ne les attire pas chez vous? C'est important d'identifier tout ça, et comment? C'est déjà en se questionnant. Souvent, moi, sur ce sujet-là, on touche à la marque employeur, et Franck est un expert en la matière. Je dis souvent que c'est de monter une équipe en interne, c'est aussi de questionner ses salariés. Les personnes les plus à même de vous répondre sur vos facteurs d'attractivité, c'est quand même vos collaborateurs. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont là? Qu'est-ce qui fait qu'ils s'y sentent bien? Qu'est-ce qui fait qu'ils restent? Ils peuvent vous dire beaucoup de choses, en fait. Parfois, c'est l'activité, parfois, ça peut être l'organisation du travail, ça peut être les relations avec les collègues, l'ambiance au travail, le contenu des missions, l'exigence. Et vous, ça va vous donner des billes, en fait, pour identifier ce qui attire. Et ce qui fait qu'on reste. Parce que quand on parle d'attractivité, c'est comme l'emploi, je parle d'attractivité durable. Parce que c'est bien d'attirer et de séduire au premier regard, mais c'est bien quand on continue à le faire dans la durée. En tout cas, on va conclure sur ce point-là. Je remercie Sabine Montagu pour son intervention. Je remercie nos participants. L'Académie UPV vous donne rendez-vous pour une prochaine webconférence le mardi 11 juin pour le partage de la valeur. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. À bientôt. Merci à tous.